Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle discussion. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Mathias, Amy, Florence et Camélia et nous allons parler de la notion de la célérité de la justice. Donc, premièrement, la célérité de la justice, c'est illustré par les dispositions préliminaires du Code de procédure civile, puis c'est aussi rappelé notamment dans l'article 19. Puis, il faut faire bien attention parce que célérité, c'est pas un synonyme de rapidité. C'est plus une définition de collaboration entre les différents acteurs judiciaires afin de réduire les délais qui sont inutiles. Le terme célérité vient du latin celeritas, qui veut dire rapidité dans l'exécution, et celer, qui veut dire rapide, selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales. Parce que, effectivement, c'est pas juste rapidité, mais ça signifie essentiellement, au départ, c'était vraiment pour diminuer les délais de procédure depuis longtemps. Et la réforme du Code de procédure civile est un exemple de cette préoccupation-là. Parce que les délais judiciaires ont entaché l'image du système judiciaire et a brisé la confiance du public envers celui-ci. Donc, il y a plusieurs solutions qui ont été retenues par le législateur. Tu disais que justement, on a changé le code. Ben, c'était Oui, une des préoccupations, mais ouais. avant, ça ressemblait à quoi comme la série? Je sais pas si vous avez, Je pense qu'il y vous avez des a recherches. Ben, je sais qu'en 2002, il y a eu des modifications, dont les articles 151.1 et suivants, qui portaient sur la gestion d'instance, la conférence de gestion et le règlement à l'amiable. Donc, on voulait quand même qu'on ait que ben, le règlement à l'amiable en tout temps, qui fait qui aide quand même, parce que on n'a pas besoin que le juge rende un jugement, qu'il l'écrive, etc. Mais dans le fond, moi, c'est ça. J'ai fait un peu de ma recherche par rapport à la gestion de l'instance, justement. Ça a été, selon un texte que j'ai lu de Bernard Letartre, qui est dans LexisNexis. Une solution qui a été retenue par le législateur, c'est d'avoir donné un certain pouvoir de gestion d'instance envers les juges des tribunaux. Donc, en vertu de l'article 18 alinéa 2 du Code de procédure et surtout l'article 19 alinéa 1, qui prévoit le devoir des tribunaux d'assurer la saine gestion des instances et de veiller à leur bon déroulement. Puis l'article 158 du Code de procédure civile qui prévoit les mesures de gestion que le tribunal peut prendre. Euh, Durant mes recherches, j'ai pu voir que la célérité de la justice a toujours été un principe fondamental dans soit la saine administration de la justice ou l'accès à la justice. Puis, dans les années 80 environ, il y avait eu une proposition de livre blanc qui avait été sortie par les acteurs du système judiciaire. Il y a quelques avocats qui avaient commenté là, par rapport à ce livre blanc-là. Puis, c'est dans ces années-là qu'on avait vraiment eu une hausse des demandes pour aller en cours. Donc, les délais avaient comme triplé pour avoir un dossier qui soit entendu puis mis en état. Donc, je sais que depuis toujours, la célérité de la justice, c'est un enjeu. Puis, je crois que découlant de comme les années 80 et justement la rédaction du livre blanc qui était parlé là, en particulier pour favoriser l'accès à la justice et les délais, je pense que ça découle de là les nouvelles modifications du Code de procédure civile. Je pense que c'est pas quelque chose qui a été inventé récemment. Je pense que ça a toujours été un enjeu. Puis, je sais que dans mes recherches, j'avais trouvé que certains juges avaient comme été réticents un petit peu à comme réduire les délais d'attente pour une mise en état des dossiers, notamment parce que les solutions qui avaient été apportées, ça mettait un petit peu de pression sur les juges, alors que eux, les avocats puis les justiciables étaient plus en faveur de la réduction des délais dans le système judiciaire. Je pense que c'est encore un débat qui est comme sur la table puis très actuel, mais c'est aussi un débat qui est comme depuis toujours dans le système judiciaire et très, très, très pas ambigu, mais du moins c'est quand même assez débattu. Je pense que, comme tu dis, on a gardé quand même une certaine rigidité avec le système judiciaire qui a quand même effrité la confiance du public beaucoup. Et avec la réforme du Code en 2016, on est venu essayer d'intégrer le justiciable le plus possible dans les procédures. De un, pour qu'ils comprennent à quoi ressemblent les procédures, pour aussi comprendre les délais, mais aussi pour pouvoir l'intégrer le plus possible dans son propre dossier. Souvent, et notamment avec le protocole de l'instance qui est venu être intégré dans 2016 avec le nouveau code, qui va vraiment mettre au centre de l'action le justiciable entre les deux parties aussi.
Puis autre chose que je trouve intéressant, là, c'est que tu sais, la célérité, la notion de célérité, il n'y a pas véritablement une définition claire et précise. C'est pas défini ni par le code de procédure, ni par le code civil. Il n'y a aucune définition, puis quand on fait des recherches, on se rend compte que les auteurs de doctrine sont même pas réellement d'accord entre eux. On dirait que c'est une notion assez floue, un peu comme la notion de la personne raisonnable, là, qu'on ne sait pas réellement c'est qui la personne raisonnable. Puis c'est quand même intéressant de dire que le mot célérité se retrouve seulement 2 fois dans le code de procédure civile, mais pourtant se retrouve dans la disposition préliminaire qui prouve que c'est une notion super fondamentale dans notre procédure, dans notre droit civil, ce qui est quand même assez intéressant. Mais moi, je retournerais sur le protocole de l'instance qui aurait été rajouté en 2016, effectivement, mais qui, par après, en 2023, a été rendu... qui avait été introduit en 2016 et qui n'est plus nécessaire, qui n'est plus requis devant la Cour du Québec depuis 2023, parce que les délais procéduraux qui faisaient autrement partie de cette entente sont maintenant établis par le Code et dont les demandes, à la place de faire le protocole de l'instance, les demandes seront assujetties à une conférence de gestion de l'instance qui doit être tenue un maximum de 110 jours après l'assignation. Après l'avis d'assignation. Ouais, donc les amendements, c'est surtout parce que quand on limite le protocole, c'est vraiment juste pour désengorger en général, mais il y a beaucoup de dossiers aussi qui ont dit que c'était pas nécessaire. Puis là, comme tu dis, 2023, on est venu apporter d'autres amendements. Mais on a vu dans des cas, surtout en cours, que le protocole peut être très pratique quand même pour faciliter, accélérer la justice, notamment l'arrêt SNC-Lavalin contre Déguise qui était assez flagrant de devoir regrouper tous les dossiers. Puis c'est sûr que c'est encore plus pertinent parce que le protocole est un contrat judiciaire entre les parties, ce qui fait que certaines dérogations au contrat vont être problématiques, peuvent amener des abus de procédure qui vont avoir des conséquences sur l'instance parce qu'on ne veut pas retarder inutilement les procédures non plus. Je pense que aussi le protocole de l'instance, c'est comme un crash course de c'est quoi comme la justice pour les justiciables. Ils savent à quoi s'attendre. Je pense que on les prend par la main, on dit c'est ça les délais, tu te présentes à tel endroit, on s'entend là-dessus sur les témoins. C'est vraiment ça aussi qui accélère. Il y a un format aussi, des gabarits prédéterminés pour les aider aussi. Le protocole de l'instance qui est en effet très utile, mais pas nécessairement dans tous les cas. Ça peut être utile quand tu as beaucoup de témoignages, tu as besoin d'expertise, etc. Mais dans des cas où c'est vraiment une situation plus simple, c'est pas nécessairement très utile. Et donc, justement, la Cour des petites créances, en 2016, on a augmenté l'admissibilité de 7 000 à 15 000. Quand même une grosse augmentation, mais qui a permis que justement, le monde qui se trouve entre 7 000 et 15 000, c'est une procédure beaucoup plus simplifiée quand tu penses à la Cour des petites créances que de devoir faire tout le protocole, etc. T'as pas d'avocat. Non plus. Non, c'est ça. Sauf pour les entreprises qui ont plus de 10 employés. Oui. Mais si je peux continuer avec ce que tu disais, Cam, dans le fond, dans la recherche que j'avais trouvée, dans les années 80, justement, une des dispositions du livre blanc, c'est de demander l'accès je me rappelle plus si c'est aux petites créances ou à la Cour du Québec, mais d'augmenter la limite du litige à 1 000 $. Fait qu'avant, c'était plus bas que comme... que 7 000. On demandait d'augmenter à 1 000 $. Fait que déjà là, on a vu comme une grosse augmentation des litiges, admettons, comme moins représentés. Mais en tout cas, ce que je voulais dire tantôt aussi, c'est que comme M. Caron il dit, le protocole de l'instance, c'est une autoroute. Puis c'est ce qui fait le chemin de comme du point A au point B, puis t'as diverses sorties, puis divers ronds-points là-dedans. Mais je pense que, comme Florence, ce que tu disais tantôt, c'est peut-être pas tout le monde qui a besoin d'avoir une autoroute. T'sais. Des fois, tu peux juste comme couper dans le champ, puis ça fait pareil. Fait que j'aimais bien avoir cette image-là, parce que dans un sens, c'est vrai. Je pense que, on dit toujours que le droit suit la procédure, mais des fois, quand on a trop de procédures, ben on s'y perd aussi. Puis ça, ben ça l'aide pas autant pour l'accès à la justice que ça l'aide pas non plus pour la célérité si tout le monde est perdu. Exactement. Petite correction, l'augmentation du seuil de 7 000 à 15 000, c'était pas en 2016, mais en 2015. 2015,
Ben, dans la réforme, ça reste dans la réforme. Ouais. Oui, mais ça a été fait avant. Mais comme tu dis, il y a aussi l'idée, c'est ça, de trouver des pacotiers qui peuvent accrocher aussi. Je sais qu'en lisant le Hansard pour l'Assemblée nationale dans les débats, lorsqu'il adoptait le projet de loi instituant le nouveau code à l'époque, des fois, il parlait de l'exemple comme le moyen de notification. Mais si on prévoit le moyen spécifique dans le protocole entre les parties, on peut déjà éviter plein de problèmes de communication. Ouais. Donc, si ça va être notifié par courriel, ça va être par courriel. Au lieu qu'on le notifie par soit voie publique ou qu'on va le notifier ensuite par différentes sources messagers, que ça cause des problèmes, ça cause des retards inutiles. Si on est prévu dans le protocole, on sauve énormément de temps. Et des fois des coûts aussi, puis on va désengorger un peu les tribunaux le plus possible pour une simple erreur de communication. Ouais, c'est vrai. Si je peux continuer avec ça, ben dans le fond, la célérité, la justice, c'est pas seulement, par exemple, les juges ou les justiciables qui peuvent faire en sorte qu'il y ait comme une plus belle collaboration dans les différents acteurs. Oui, on a les juges il faut qu'ils prennent en compte, par exemple, l'accès aux salles d'audience, le personnel disponible aussi. C'est eux aussi qui vont s'occuper de comme conduire les délais. Donc, c'est sûr qu'ils ont un gros rôle à jouer là-dedans. Évidemment aussi, ben, il y a les avocats qui doivent assumer leur part de responsabilité, notamment pour comme l'encombrement des tribunaux il faut qu'on ait un certain jugement par rapport à l'utilisation abusive des procédures ou à des fins purement stratégiques. Fait que ça, c'est sûr qu'on a quand même un gros rôle à jouer là-dedans. Je vais faire du pouce. Le numéro 10, travail en judiciaire, il fallait justement trouver des exemples. Nous, on avait mis dans notre brouillon au départ l'avis de procédure, comme sanctionner ce qui bloque, puis on va continuer. La jonction, la disjonction. Il y avait les délais de procédure. L'addition aussi. Je ne sais pas si vous en souvenez de quelques de nos réponses, mais comme la célérité, elle se trouve à plein d'endroits, même si elle est nommée. Ben justement, que j'avais écrit justement pour le travail judiciaire qu'on n'avait pas choisi finalement. J'ai décidé d'en parler ici, puisque j'avais déjà fait la recherche en amont. Donc, dans le fond, c'est juste un exemple un peu pour expliquer que le tribunal peut rejeter les procédures si le demandeur retarde indûment les délais. C'était par rapport à un jugement qui était dans les notes de bas de page du livre de droit judiciaire de Vincent Caron. Pliska Investments Inc. Ville de Montréal, d'arrondissement Pierrefonds-Roxborough, qui a été rendu par la Cour supérieure en 2015. C'est un cas où il s'est écoulé 17 ans d'inactivité de la part de la demanderesse. Donc, pendant 17 ans, il ne s'est rien passé de réellement important. Donc, le juge a accueilli la requête de la ville, de Pliska, excuse-moi, en rejet, puisque des délais excessifs... non, c'était la ville, excuse-moi. La requête en rejet, puisque les délais étaient excessifs. Clairement, il y avait un manque d'intérêt ou un abandon de droit de la part de la demanderesse. Puis, c'est justement, ça revient à la fameuse phrase Justice delayed is justice denied. Donc, delayed. Je me suis trompée. Je voulais dire denied, mais ça. Ok, c'est ça. Donc, dans le fond, c'est l'arrêt Jordan qui nous traduit un peu plus en français. Là. Un retard à rendre justice équivaut à un déni de justice. Puis, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse contre Centre de la petite enfance, le Château des Adorables, fait du pouce avec cette maxime-là. Je vais la traduire parce qu'en anglais, elle est encore plus longue, mais ça veut dire en gros que c'est une partie qui subit un préjudice, dispose d'un recours, mais qu'il ne manifeste pas à temps le recours, ça revient en réalité de ne pas avoir de recours. J'aurais la version française qui est justice différée, c'est justice refusée. Ah bon, c'est bon. Ben, je vais faire le pouce avec ce que tu dis, Amy. Moi, j'avais trouvé des choses qui favorisent pas la célérité de la justice, notamment comme les délais de mise en état des dossiers, l'encombrement des rôles, les remises aussi, et le temps de délibération des juges. Je voulais savoir, vous, est-ce que vous en avez trouvé d'autres? Wow, vite de même. Non. Moi, j'ai plutôt trouvé l'opposé, les affaires pour améliorer la sécurité. Moi aussi, ben là...
moyens d'irrecevabilité qui ont eu une motivation en 2020. Par la suite des conséquences de la COVID, on a rajouté un deuxième alinéa à l'article 168. Alors, le tribunal peut, sur vue du dossier, refuser une demande en rejet en raison de l'absence de chances raisonnables de succès. Qui peut quand même aider. Puis l'abus de procédure qui, dans l'affaire Sainte-Marie contre Québecor Média 2021, a donné plusieurs critères pour déclarer pas déclarer, mais pour faire l'appréciation d'une démarche procédurale pour savoir si elle est abusive ou non. Pour ce qui avait été comme déjà fait des solutions pour améliorer les délais, augmenter les différents seuils puis montants à la Cour du Québec puis dans les tribunaux administratifs. Après ça, j'avais inscrit qu'il fallait continuer à respecter les lois qui favorisent une saine administration de la justice, comme par exemple la loi sur la justice administrative qui avait été sanctionnée. Puis, aussi, il faudrait qu'on donne un petit peu plus de pouvoir aux tribunaux administratifs. On l'a vu notamment il y a quelques années, le tribunal administratif du logement a vu sa compétence largement étendue jusqu'à 85 000 ou 999? C'est juste la concurrence, l'espèce de concurrence là, avec la Cour supérieure Cour du Québec. Fait que c'est 95 000. Jusqu'à 100 000 99 999. Ouais. Fait que déjà, en augmentant les seuils de montant ou de conditions pour avoir accès aux tribunaux administratifs qui, quand même, ont des procédures vraiment plus souples et plus légères, ça va pouvoir déléguer aussi des choses à d'autres tribunaux. Sinon, ce que moi, je propose, c'est écourter des périodes de délibération. Donc, vraiment s'entendre à comme avoir X nombre de jours, X nombre de temps pour le procès et pas aller comme moi je veux 7 jours pour un témoin. Faut être réaliste. Après ça, évidemment favoriser les moyens de résolution hors cours. Puis là encore, ça revenait à ce que j'ai dit tantôt, mais élargir les compétences des différents tribunaux administratifs. Je suis d'accord avec toi sur les tribunaux administratifs, surtout. Le fait que c'est des experts, mettons comme le TAL, ils font juste du logement. Fait que, pas besoin de un juge, je sais pas, pour des supérieurs, il va pas voir ça. Justement, une compétence exclusive au TAL, ça désengage sur ces matières-là. Justement, je pense que ces juges-là sont plus sensibles à ça. Oui. Ils en voient tout le temps. Puis par rapport à ce que tu disais, justement, les modes de règlement privés, moi, j'ai beaucoup étudié l'arbitrage, qui est vraiment séparé des tribunaux étatiques, là, ça se fait en parallèle, justement parce que c'est consensuel, pour que l'arbitrage soit consensuel, pour aller devant l'arbitre. Il y a il y a des avantages, d'abord que la sentence elle est aussi exécutoire que n'importe quel jugement de, mettons, la Cour du Québec. Mais ça, les justiciables, ils le savent pas, fait que c'est pour ça qu'ils ont Ouais. peur. C'est ça, mais moi, je dirais que le plus grand risque, c'est que tu n'as pas d'appel. Fait que si mettons, l'arbitre, il a pas tout écouté, tu vas être pogné avec cette sentence-là. À moins que comme ta seule façon de sortir de cette situation-là, c'est faire une demande d'annulation de la sentence. Mais la demande d'annulation, elle a seulement 6 motifs. C'est surtout des motifs procéduraux. Mettons, si le droit d'être entendu, imbécilité. Ouais, c'est rarement sur la décision. C'est ça, le juge ne regarde pas le fond. C'est comme on l'a lu. Donc, si l'arbitre s'est trompé, il n'a pas appliqué le droit, ça reste que ta sentence, elle est exécutoire. Tu es pris avec. Mais ça joue justement pourquoi c'est consensuel, ce mode de règlement. Puis, tu disais tantôt des limites à la célérité. L'arbitre, il n'a pas de pouvoir coercif. Il ne peut pas faire des injonctions. Fait que ça, dans ces cas-là, il va devoir aller voir le juge. Ça revient un peu au même. Mais l'un des avantages d'aller en arbitrage, c'est que c'est confidentiel. Fait que, surtout comme à l'international, les grosses compagnies préfèrent l'arbitrage plutôt qu'aller devant les tribunaux étatiques. Médiatique. C'est ça.
quand tout va bien, l'arbitre, il a tous les pouvoirs du juge. Mais quand ça va mal, là, l'arbitre, il n'a pas le choix d'aller seulement devant les tribunaux étatiques, demander de l'aide. Comme une situation qui arrive souvent, c'est lorsque le litige fait intervenir un tiers. Mettons, je sais pas, que A livre des tomates chez B, puis le problème c'est C, ben l'arbitre ne peut pas bien faire par rapport à C, parce qu'il n'est pas parti au contrat d'arbitrage. C'est ça, fait que là, l'arbitre doit aller devant le juge pour faire une injonction, ou peu importe. Il y a juste des pouvoirs de sauvegarde. Bien, je dirais que ça mine la célérité dans ce cas-là. J'étais curieux d'entendre parler, par contre, tu parlais d'encombrement des rôles. Ça fait référence à quoi spécifiquement? Ben, j'ai regardé un petit peu qu'est-ce que ça voulait dire, mais j'ai comme synthétisé ça. Parce que, en amont de ce que j'avais lu, il offrait toutes sortes de solutions. Fait que j'ai juste encombrement des rôles. C'est qu'admettons, la mise en état des dossiers, souvent, ça roule, puis on est comme, OK, telle date, telle date, telle date. Mais c'est que quand t'as trop de dossiers, puis que t'as comme un trop gros volume, ben, je me dis, comment est-ce qu'on peut accéder à comme des délais qui sont raisonnables si on se dit, OK, bon, ben, aujourd'hui, je vais avoir 40 dossiers à comme mettre au rôle, à savoir il passe quand un procès. Mais dans ma tête, je suis comme, comment est-ce que ça peut fonctionner d'avoir des délais raisonnables si tu arrives avec un aussi gros volume toute la même journée? C'est ça que les juges y font. Je veux dire, c'est autant au civil qu'au criminel. C'est comme, t'as 50 dossiers en 2 heures, let's go. Un tel, c'est là, un tel, c'est là, un tel, c'est là, un tel, c'est là. Puis là, ben, les avocats, ils peuvent pas. Les juges, ils peuvent pas, sont en vacances. Fait que c'est un entonnoir. Fait que là, t'as plein de choses, puis là, t'arrives au juge. Là, c'est tout petit, puis il y a comme juste une fraction des dossiers qui sont capables de passer puis d'être réglés. Ça va un peu comme de mise avec les remises, ça, il y en a beaucoup, beaucoup. Mais c'est comme, j'essaie de synthétiser ça, parce que on va se l'entendre, dans les recherches que j'ai faites, on demandait, on se posait la question si de faire un deuxième palais de justice dans la ville de Québec, ça serait une bonne idée. OK. Mais tu sais, je veux dire, ça date de quand même quelques années, mais c'est une question qui avait été posée parce que c'était trop encombré. Comme les juges étaient surpassés, il n'y avait pas assez d'aide, il n'y avait pas assez d'auxiliaires. Notamment, il y avait pensé aussi demander plus de support et plus de personnel d'auxiliaires judiciaires pour pouvoir gérer des procédures qui demandent pas nécessairement l'attention du juge. Donc, je sais que ça a été des questions qui ont été apportées. On pourrait débattre longtemps sur est-ce qu'on fait un deuxième palais de justice à Québec, tu sais, il y a des pour et des contre, mais c'était beaucoup pour ça parce que comme l'effervescence de ces années, dans les années 80-90, à ce que j'ai pu lire, il y a vraiment eu une augmentation des affaires qui sont allées en cours. Puis je pense qu'on voit ça aussi récemment avec comme les retombées de la COVID. Je veux dire, ça a quand même été assez exceptionnel. Puis en ce moment, on voit que la justice est très, 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 comme tirée vers le bas, là, vu que c'est très, très lourd. Fait que c'était beaucoup pour ça que comme je l'ai invoqué, là, il y a comme trop de volume pour les ressources judiciaires qu'on peut avoir. Ça revient à l'idée aussi de l'autoroute, la métaphore d'autoroute. C'est parce que tu bâtis plus de routes qui vont moins de trafic non plus. C'est prouvé que plus tu bâtis des chemins, plus il y a des gens qui circulent sur les chemins, plus il y a une consommation de véhicules, l'utilisation de routes. Donc, faut juste augmenter le transport en commun dans le c'est ça, mais qui est le protocole de l'instance, les jonctions d'instance, et tout. Mais pas parce que tu construis un nouveau palais de justice ou que tu améliores toutes les procédures que le trafic va disparaître. Non. Ça va peut-être même l'augmenter. Ouais, exactement. Moi, c'est plus un enjeu que j'ai vu dans la pratique là, quand je travaille au directeur des poursuites criminelles et pénales. Là, on voit beaucoup le problème d'encombrement des rôles, surtout criminels, et les délais de Jordan, justement, qui sont plus restreints qu'au civil, disons-le comme ça. Mais c'est ça, il y a eu l'espèce de chicane entre Simon Jolin Barrette et Lucie Rondeau, la juge en chef de la Cour du Québec, par rapport, justement, les juges devraient moins siéger pour avoir plus de temps en dehors de leur salle de cours. Puis, la chicane, finalement, ça a fini que la juge en chef, c'est elle qui décidait. C'était pas au ministre de la Justice de décider de ça. Mais là, ça fait en sorte qu'on a le même nombre de juges, mais ils siègent moins souvent. Donc là, on a eu un gros problème là, au niveau de délai Jordan. Je me souviens, on avait un ordre de priorité. C'était du jamais vu. Là. C'était
horrible à quel point on a dû mettre de côté plein de dossiers. Là. Il y a plein de dossiers que les gens ils ont eu leur requête Jordan tellement que et on n'était pas prêts à ça. Il y avait la COVID en même temps. Il y avait eu toutes sortes d'histoires. Là, il y a la montée de la criminalité en plus hein, à travers tout ça, surtout avec l'effervescence du hashtag MeToo, là, la violence sexuelle, violence conjugale qui est beaucoup plus mise de l'avant. Maintenant, les gens dénoncent plus. Donc, on avait eu de grosses difficultés. La question, c'est est-ce qu'on devrait peut-être plus investir en justice? Peut-être plus de juges, plus d'auxiliaires, comme tu as mentionné. Clairement, il y a un manque là, de main-d'œuvre, même si on coupe. Il y a beaucoup de coupures budgétaires présentement dans la justice. Pourtant, Richard Wagner a dit dans un article, je me souviens plus exactement ça parlait de quoi. J'ai vu ça rapidement dans l'autobus à un moment donné cette année. Puis c'est ça, il disait que les délais raisonnables, ils font exprès un peu la Cour suprême de restreindre les délais raisonnables justement pour que ça soit raisonnable pour tout le monde. Puis il évitait un petit peu, c'était implicite, là, le gouvernement a peut-être plus investir justement. Parce que moi, c'est ça que j'en ai compris, là, personnellement. Ben, en faisant la recherche, j'ai eu une question, puis je vous la pose. Ça a été un enjeu de savoir, je sais que certains juges, pour comme pas prendre trop longtemps la cause en délibéré, s'il y avait une réponse tout de suite, ils vont favoriser les jugements à voix haute, comme à l'oral. Donc, moi, je voulais savoir, parce que c'est sûr qu'il y a des enjeux. Ce que vous en pensez? C'est sûr que, oui, ça prend moins de temps. Le justiciable, il est servi directement, mais dans un autre sens, comme si tu veux aller en appel, il y a un certain manque, puis les juges, ils peuvent se faire revenir là-dessus. Fait que je veux savoir, vous, est-ce que vous pensez, pas d'un point de vue procédural, mais d'un point de vue comme d'augmenter, de respecter le principe fondamental de la célérité, qu'est-ce qui serait mieux? C'est vraiment une bonne question. Je pense que c'est vrai que ça va vraiment plus vite si tu le fais à l'oral. Il n'y a pas de procédure écrite. D'ailleurs, en 2023, on a fait des modifications pour ça. On a limité les procédures matérielles. Donc, la demande introductive, en fait, le résumé que je vais sortir sort de KRB, un cabinet. Donc, on les remercie pour le résumé. La demande introductive d'instance du demandeur est limitée à 5 pages, à moins apport exception. L'exposé sommaire des éléments et la contestation du défendeur est limitée à 2 pages, à moins exception. Les interrogatoires écrits préalables à l'instruction, lorsqu'ils sont autorisés, seront désormais limités à 3 pages. Les témoignages par déclaration ne doivent pas dépasser 5 pages. Et quelques autres détails comme ça. Donc, on limite quand même la paperasse. Je suis quand même d'accord que c'est un bon départ de limiter la paperasse. Et je pense que pour aller en appel, ça serait peut-être quelque chose de... je sais pas si ça fonctionnerait réellement, mais comme d'avoir un enregistrement. Donc, tout se fait à l'audio, mais comme s'il y a quelque chose qui enregistre, après ça, on peut sortir ça pour en appel. C'est la sténographie. C'est toujours enregistré pour le ressort. Mais on peut-tu, genre, le sortir en appel? Parce que sinon... Ça peut être utilisé comme preuve, c'est sûr. Surtout Je sais que la sténographie, là. Ouais, généralement, c'est c'est ça. enregistré. Là, moi, personnellement, cet été, je faisais des beaux verbatim pour les professeurs. C'était génial. Des fois, ils marmonnent, on comprend pas trop, mais ouais. Et donc, tu sais, justement, s'il y a ça, ça veut dire qu'il y a quand même la preuve pour l'appel, mais qu'on n'est pas tout dans l'écrit, donc ça irait plus vite. Moi, mon autre point, c'est à ce niveau-là, tu sais, je pense que les justiciables, ils veulent aussi avoir l'impression d'être entendus réellement puis qu'on prenne leur cas au sérieux, tu sais. C'est pas que c'est pas pris au sérieux, mais il y a des fois, il y a des cas, c'est vraiment facile à voir, mais juste pour leur donner l'impression qu'on a travaillé là-dessus, on a vraiment examiné ce qui a été dit, tout ça, je pense que c'est mieux quand même de donner un certain délai, mais pas trop long, effectivement, là, parce qu'il faut que ça s'aille quand même plus rapidement, faut pas encombrer la justice encore, mais je pense juste pour la confiance du public, il faudrait quand même pas trop rendre des jugements oraux. De mon côté, du point de vue du public, genre dans le sens que je comprends pourquoi ça se fait ça. Cela dit, en tant que juriste, c'est tellement une mauvaise idée là, que ça soit fait en vocal. Vraiment, je déteste les vocaux. Deuxièmement, l'évolution du droit irait pas aussi vite. On lit tellement de jurisprudence. Il faut la preuve écrite. Il faut la preuve écrite. Les jugements qu'on a lus, ils laissent aussi interprétation à d'autres
jugement. Il y avait, l'année passée, on a eu un jugement que c'était un étudiant en droit qui avait écrit de la doctrine, ça a été cité. Je trouve que c'est tellement important, puis ça laisse la place genre, au juge de s'étendre puis de créer du droit. Oui. Fait que ça soit oral, je me sentirais pas full à l'aise. Justement, on lirait pas les jurisprudences. Ben, d'abord, il n'y en aurait pas. Puis, je pense personne, dans le sens, un audio, ça n'a pas la même force, à mon avis, que les. Mais justement, quand on fait de la recherche juridique, là, souvent, là, on peut ne rien trouver. Et pourtant, il y a eu des cas au Canada, par exemple, quand c'est du droit public ou au Québec pour du droit civil. Mais comme c'est pas écrit, c'est pas publié dans les bases de données, on le sait pas. C'est comme faire encore du nouveau droit, mais encore, ça fait pas de sens. Ça devrait être plus uniforme. On devrait quand même être au courant de ce qui se passe. Je sais que techniquement, si on va au palais de justice, on regarde tel dossier, on pourrait avoir accès au jugement, mais il faudrait le savoir que dans tel dossier, dans tel palais de justice, dans tel greffe, il s'est passé telle affaire. Ce qui fait pas du sens, à mon sens. Moi, quand j'ai commencé ma technique juridique, j'ai jamais compris pourquoi c'était comme ça. Là. Je trouvais ça un peu n'importe quoi. Là, des fois, quand tu fais la recherche juridique, des fois tu vas avoir accès au jugement, des fois pas. Non, c'est ça. C'est pas uniforme. Mais je pense aussi que il y a des jugements que c'est juste les faits qui font que le client perd. Ouais. Il y en a d'autres que c'est le droit. C'est ça. Il faut que le justiciable il comprenne pourquoi il a perdu. Sa force de droit, juste de dire ah ben tu traverser la rue puis là t'as une amende, mais non c'est comme par la suite on comprend là, c'est quoi l'enjeu. Donc, ceci était un projet dans le cadre du cours de droit judiciaire. Bonne écoute, Monsieur Caron. Merci. Merci!